Fin du shutdown, promesse de Donald Trump et espoir de nouvelles baisses de taux, il n'en fallait pas moins au marché pour raviver la flamme des marchés assoiffés de performance, avec un Dow Jones qui retrouve ses plus hauts historiques, tout comme le CAC 40 qui pourrait d'ailleurs être finalement peut-être la surprise de cette fin d'année. Alors, est-ce que tout ceci n'est finalement qu'un feu de paille ou est-ce que c'est le départ d'un véritable mouvement durable? C'est toute la question à laquelle nous allons tenter de répondre ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo bourse trading et investissement qui s'intitulera cette semaine Dernière danse. Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qu'il ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre sur les différents réseaux sociaux, vous avez tout qui s'affiche sur cet écran. Pensez à activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Et pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vous pouvez rejoindre la newsletter qui est gratuite, où il y a désormais près de 7000 abonnés. Les liens sont un petit peu partout, que ce soit en description ou éventuellement dans un coin de cette vidéo. Et vous avez donc bien entendu l'espace membre, formation et coaching qui sont sur le site du podcast de la bourse.fr. Donc en ce qui concerne l'espace membre, qui est un espace de formation gratuite, vous êtes désormais plus de 950 membres. Vous avez accès donc à des modules qui vont être ajouté, là vous savez le site est en travaux, même si vous le voyez pas, mais en tout cas il l'est. Il y a des modules qui seront beaucoup ajoutés encore en certainement en 2026. Voilà, des modules sur un petit peu tous les sujets. Et d'ailleurs je vous avais promis de vous montrer quelques images du futur site qui arrive. On travaille depuis des mois dessus, donc c'est énormément de, voilà, ça fait partie des nombreux projets en cours. Et je vous avais promis donc de vous montrer la première maquette eh bien du site. Et là vous voyez par exemple ce que vous aurez à l'avenir. Donc ce sont effectivement des modules classés par thématique. Il y aura très certainement également des screeners, des choses comme ça qui vont arriver. Donc voilà, et vous aurez, quand vous ouvrirez par exemple un module, là c'est juste une capture d'écran, hein, bien sûr, ne tenez pas compte un petit peu du reste, c'est vraiment pour la forme et l'esthétisme. Et donc vous aurez voilà des tables des matières pour des modules, vous aurez des liens vidéo avec des webinaires ou des extraits de webinaires qui sont intemporels pour pouvoir vous former tranquillement et gratuitement. Voilà, ça prend énormément de temps, la construction d'un site internet, mais je pense sincèrement que ça va être adapté. L'objectif, ce que j'aimerais beaucoup à terme, c'est même faire une espèce de formation diplômante, si on peut dire gratuit, hein, bien sûr ce sera gratuit, pour voir un petit peu, pour vous évaluer sur les différentes thématiques liées à l'investissement. Voilà, donc ça fait partie des nombreux chantiers. Je m'étais mis en deadline de terminer le site avant la fin novembre. Ça va être très compliqué évidemment vu les échéances, mais je vais quand même essayer de bosser encore nuit et jour pour pouvoir vous sortir quelque chose, pas de totalement fini, mais en tout cas quelque chose de largement exploitable. Voilà, donc en ce qui concerne les chantiers, bien sûr le site est toujours actif et vous avez toujours bien entendu accès, vous le voyez pas en fait, hein, les maquettes qui sont en cours, vous avez toujours bien sûr accès au programme historique d'accompagnement que nous proposons, soit MTT bien entendu Premium, et le petit nouveau cette année, MTT Découverte, pour accéder à l'essentiel. Mais l'actualité, il y en a beaucoup cette semaine. L'actualité la plus proche, c'est donc ce week-end, vendredi plus samedi, j'aurai le plaisir d'en rencontrer certains parmi vous. Tout d'abord, le vendredi à la Paris Investor Week, donc au Palais Brognard, où je donnerai une conférence sur les cryptos. Je vous dis ça après. Et le samedi, j'aurai le plaisir de participer au JAMA Summit à Paris Sud, où je ferai une intervention sur scène avec notamment Mathieu Louvet, le CEO de Boursegram, et Grégory Guilhem. Voilà un petit peu pour le programme. Et donc vendredi, hein, pour celles et ceux qui viennent, avec plaisir, on pourra se retrouver alors dans un module. Alors on m'attendait évidemment sur les actions, et justement, vous savez que j'aime bien faire des petites surprises, et donc du coup j'interviendrai sur les cryptos cette année.
Vraiment, j'ai voulu faire quelque chose voilà, quelque chose de très simple et démarrer sur un portefeuille débutant crypto. On vous fera la proposition eh bien d'un portefeuille débutant pour les crypto-monnaies de long terme, hein, bien entendu, avec notamment l'équipe de Bitvavo et Quentin Pasquiou. Pour celles et ceux qui veulent me retrouver, hein, je serai majoritairement toute la journée sur le stand de Bitvavo. On vous offrira bien entendu bien café et éventuellement quelque chose à déguster. Donc venez, nombreux et nombreux, faire un petit coucou, ce sera toujours avec un grand plaisir d'échanger avec vous, boire un café. Pourquoi pas prendre 2-3 photos, ça peut être sympa. Donc voilà, n'hésitez pas, soyez pas timide. C'est avec grand plaisir que j'aurai la chance de vous rencontrer. Et puis cette semaine, vous l'avez vu, hein, il y a eu beaucoup d'actualités, donc au niveau des contenus, puisque vous avez eu très récemment eh bien, la vidéo sur les cryptos, d'ailleurs les cryptos qui sont en train de se relever petit à petit. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc pour celles et ceux qui sont à la recherche d'opportunités, eh bien vous avez cette vidéo qui est bien sûr dans la playlist. Cette semaine, vous allez avoir une vidéo sur un produit qu'on a fabriqué avec Urutia Gestion Privée et Olivier Rossi que vous connaissez très bien. Cette vidéo sera diffusée mercredi, donc c'est un rendement notamment pour les contrats long terme à 9,5% par an avec bien sûr des capitaux garantis, je crois à 50%. Donc vous verrez, au-delà de ça, c'est une vidéo pédagogique bien entendu. Donc mercredi, je vous la diffuserai. Et puis il y aura bien sûr la vidéo de vendredi, hein, la vidéo classique la semaine prochaine. Et puis dimanche, il y aura une vidéo exceptionnelle, bien une vidéo interview que j'ai réalisé il y a à peu près un mois de ça, 3 semaines je dirais. L'interview de Jean-François Faure, qui est le fondateur de Ocoff.com, évidemment, l'or qui a le vent en poupe, c'est le moins que l'on puisse dire ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc vous verrez que c'est une interview très intéressante, puisqu'on parle bien évidemment de l'or, des métaux précieux, mais également du parcours de l'homme et de comment il voit l'avenir sur cette classe d'actifs. Et puis la semaine suivante, ce sera le jeudi, un grand live mensuel, un grand live tout court, hein, avec notamment Michael Landreau. Vous verrez, on a des thématiques à vous proposer, je vous en dirai plus dès la semaine prochaine, des thématiques, et bien évidemment, comme d'habitude, on analysera vos actions en direct. La dernière fois, il y a eu énormément d'actions, vous avez été énormément présents lors de ce live, et je sais que même si le live a duré près de 3 heures, il y a eu beaucoup de gens frustrés parce que on n'a pas pu analyser toutes les actions, il y en avait des centaines et des centaines, et donc on vous avait promis évidemment de vous faire un live, notre live d'ici la fin de l'année. Ben voilà, je tiens en général mes promesses, du moins j'essaie, et pour le coup, ben, promesse tenue, rendez-vous jeudi 27 novembre, je pense que ce sera vers 20h, je vous donnerai l'heure et je vous fixerai bien entendu tout le programme, donc notez bien sur votre agenda, jeudi 27 novembre sur la chaîne. Voilà, c'était une intro évidemment très chargée, j'en remercie également, je profite également pour remercier bien mes partenaires qui m'accompagnent, et on attaque bien évidemment le programme de cette vidéo qui est elle également très chargée, tant il y a d'actualité, tant les marchés sont volatiles, tant eh bien plus personne ne comprend rien, à ceci près que le mouvement qu'on voit actuellement sur les marchés, on peut pas dire que de notre côté sur ce rendez-vous hebdo, on l'avait pas un petit peu anticipé, bien au contraire. Donc on est plutôt content dans l'ensemble d'avoir eu un petit peu les mouvements qui se passent. On parlera bien entendu, bon d'abord on fera un petit point macro-éco pour expliquer un petit peu ce que le marché prend comme prétexte pour avancer, et puis on parlera du CAC, du CAC Small, et on parlera bien entendu des actions, avec une très grosse qui a bien fonctionné d'ailleurs cette semaine, Total Energy. On ira voir le secteur auto avec Renault, Edenred qui est en difficulté, Forvia, Crédit Agricole, Ipsen, Soprasteria, Ubisoft, Capgemini, Carrefour, Soitec, Morel Prom, de CRSI, EuroAPI, Pluxee, Valeo, Bonduel, BIC, Groupe LDLC, ABN AMRO, BASF, ça c'est en Allemagne. On ira voir également Pernod, Aramis, Dassault Systèmes, SEB, Française des Jeux, Adosia, TF1, Heineken, Equasens. On partira aux States avec Nebius qui a fait un
très beau parcours ces derniers mois. Digital Turbine qui est en train de donner des signaux de long terme, on l'avait vu il y a quelques mois, et qui semble confirmer. Novo Nordisk toujours en difficulté, UP Fintech, Texas Instruments qui revient sur un niveau intéressant, Salesforce, Stoneco, Copart, Microsoft et Danaher. Nous aurons également 4 titres à suivre, une spéculative et 3 que vous connaissez, 2 que vous connaissez je pense à peu près. Donc vous allez voir des titres qui sont intéressants avec des configurations qui sont en train pour certaines de se retourner. Donc je vous invite à bien rester jusqu'à la fin pour bien regarder les 4 titres à suivre pour ces prochaines semaines. Et enfin, bien entendu, je vous proposerai le screener Trend Following. Voilà, comme d'habitude, je tiens évidemment à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux sur cette chaîne et surtout, je tiens à vous remercier parce que, encore une fois, chaque semaine, vos appuis sur les différents réseaux sociaux, en commentaire, avec vos likes, etc., eh bien, me permettent effectivement de rester motivé. J'aurais pu cette semaine, vu que je pars tout à l'heure sur Paris, j'aurais pu cette semaine laisser tomber la vidéo. J'y ai pensé et puis finalement je me suis dit que non, qu'il y avait toujours des gens comme vous au rendez-vous, donc je devais également y être. Bon, je pense que à la fin de l'année on fera une pause quand même. Ça c'est bien légitime, on profitera de la fin d'année et des fêtes. Mais jusque-là, je pense que eh bien, il faut rien lâcher et que les semaines sont volatiles. Il faut être présent, il faut être au rendez-vous et surtout, il faut donner des explications pour prendre du recul déjà et éventuellement, si je peux le faire, c'est pas toujours simple, rassurer et donner encore une fois une vision de ce qu'on peut potentiellement faire, comment se préparer à court terme, mais surtout, et c'est l'essentiel, comment se préparer toujours au coup d'après. C'est toujours ça qui est important, comprendre ce que le marché est en train de jouer et comprendre ce qu'il va potentiellement jouer dans la deuxième, voire même la troisième vague. Au niveau des performances et de la saisonnalité, on le sait, novembre est généralement un mois plutôt pas mal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de performance négative sur ce mois de novembre, mais généralement quand même, c'est un mois plutôt agréable sur les marchés financiers. C'est la même chose bien évidemment pour le S&P 500. C'est globalement avec décembre sur le S&P 500 depuis 100 ans, ce sont des mois qui fonctionnent très très bien. Je vais juste ajuster mon micro de peur que, voilà, que des fois le son sort mal si je m'éloigne trop. C'est la même chose pardon, pour le Nasdaq. Qui est aussi un mois de novembre dans l'ensemble positif, même si on l'a vu, il y a eu quelques soubresauts, parce que ça s'explique, on le verra avec les valorisations, etc. On en a déjà évidemment beaucoup parlé. Lorsqu'on regarde la courbe de saisonnalité aussi, ben on est plutôt dans un temps fort. Donc ce qui est vrai pour le S&P 500, le Nasdaq, l'est aussi évidemment pour le Dow Jones, même si on le voit globalement, le Dow Jones a lui aussi subi plus ou moins du zigzag en ce début de mois de novembre, mais on sait que globalement, voilà, on est sur grosso modo 3 semaines qui sont favorables, potentiellement un creux mi-décembre avant une fin d'année et ce fameux rallye de Noël. C'est donc encore une fois à ceci près la même chose pour le Nasdaq avec, on l'a vu, une première quinzaine de novembre complexe et puis derrière, normalement, on a quand même une vague haussière qui est assez sympa. C'est similaire mais plus stable pour le DAX qui est très fort, vous l'avez vu ces dernières semaines, et le CAC qui est aussi très fort, notamment qui a fait une très très belle semaine, on va le revoir, sauf crash évidemment dans les 48 prochaines heures, mais globalement je pense qu'il devrait terminer vers cette semaine, après une semaine dernière, vous l'aviez vu, un petit peu plus difficile. Donc voilà, en termes de saisonnalité, là aussi, bon ben voilà, on sait que la première quinzaine de novembre peut être un petit peu en zigzag, mais derrière, les espoirs sont plutôt vers une hausse. Le VIX également, hein, l'indice de la volatilité, qui lui aussi a souvent des pics en début novembre et globalement qui se tassent pour le reste de l'année. On sera tranquille globalement, même s'il reste toujours quelques petites publications par-ci par-là, et non est moindre, suivez mon regard avec les États-Unis, on va y revenir, mais globalement, l'ensemble des publications sont déjà sorties, donc on devrait avoir un peu de calme pour la fin de l'année, surtout la fin du mois de novembre, et la fin de l'année même de manière générale. Cette semaine, eh bien, il y a eu encore une fois quelques publications également aux États-Unis, mais voilà, c'est des publications, alors pas banales, hein, pas anodines, hein, mais voilà, les grosses sont passées. C'était la semaine précédente,
Donc voilà, il en manque une, évidemment, suivez mon regard, il en manque une, c'est celle de Nvidia. De mémoire, c'est le 19 novembre, je crois ne pas dire de bêtises. Oui, je crois que c'est ça, 19 novembre. Oui, c'est ça, 19 novembre, voilà. Donc, voilà, c'est évidemment des résultats qui vont être scrutés, tant les attentes sont énormes, tant la pondération est énorme, et tant potentiellement les craintes peuvent l'être lorsque vous avez beaucoup d'attentes, bien évidemment. Vous pouvez avoir également des déceptions. Et les déceptions peuvent créer de la volatilité. Et d'ailleurs, ce qu'on a noté cette semaine en termes d'actualité, hein, c'est que notamment SoftBank a déclaré avoir vendu la totalité de sa participation dans Nvidia pour 5,83 milliards de dollars. Voilà, donc est-ce qu'il faut tirer des conclusions hâtives? J'en sais rien, mais quand même, on commence à avoir ce narratif. Je sais pas si vous le constatez aussi, une petite musique dans la tête où il y a de plus en plus d'acteurs qui commencent à dire que les valorisations quand même sont un peu énormes et il commence à y avoir de plus en plus de doutes sur l'essor de l'IA et notamment donc sur les sommes colossales que plusieurs entreprises technologiques, dont OpenAI, prévoient de dépenser pour développer cette technologie naissante. Donc les investisseurs commencent à s'inquiéter, effectivement, du moment où ces dépenses en capital finiront par porter leurs fruits. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour le moment, c'est un petit peu, voilà, on attend plus, on va dire, au vu des investissements. Selon Reuters, Goto a déclaré que bien qu'il y ait diverses opinions, la position de SoftBank est que le risque de ne pas investir est bien plus grand que le risque d'investir. Donc voilà, on peut dire quand même sur Nvidia que c'est évidemment une entreprise exceptionnelle. Nous et moi, enfin sur MTT, on en avait acheté dans le creux d'avril, on a revendu cet été. Voilà, je vous ai expliqué pourquoi on avait acheté, pourquoi on avait vendu. Est-ce que ça peut continuer de monter? La réponse évidemment c'est oui. Maintenant, j'estime que voilà, on commence à être sur des valorisations qui sont quand même bien... Alors pas en bulle, hein, encore une fois, hein, moi je fais pas partie de ceux qui pensent qu'on est en bulle. Pour moi, si on est en bulle, on est potentiellement au début de la bulle, parce qu'on a des valorisations sur le Nasdaq. Voilà, le Nasdaq a un PER, je crois, de 32 ou 33 ou 35, donc c'est très élevé, c'est très cher. Pour autant, même si de manière individuelle, action par action, on peut trouver en effet certaines actions où c'est un peu du délire, pour autant, il y a quand même d'autres actions où on a des PER qui sont chers, comme Nvidia, mais pas encore en bulle. On pourrait citer des Google, même des Microsoft, hein, finalement, qui sont certes très chers, mais qui pour moi sont pas sur des valorisations totalement délirantes et anormales. Mais quid du potentiel? Je vous ai mis ici notamment voilà, le potentiel selon Investing, qui est le logiciel que j'utilise, vous savez, pour l'analyse fondamentale, etc. Et c'est vrai que même eux, voilà, qui sont plutôt pro-américains, hein, Investing, et qui ont tendance, voilà, à bien, je trouve, bien évaluer les valorisations, notamment sur les big tech. Même eux, voilà, trouvent que on n'est pas, survalorisé, mais globalement, on est au prix, quoi. Voilà. Donc le potentiel haussier, il est relativement faible. Et donc, si le potentiel élevé, si le potentiel haussier est faible, il faut pas que les chiffres soient globalement dans le consensus, quoi. Il faut vraiment des chiffres très, 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 très élevés pour pouvoir continuer de progresser en termes de performance. Au niveau du calendrier des résultats, donc évidemment, ça va se calmer. Là, je suis sur le calendrier français. Vous aurez Nano, vous aurez Soitec la semaine prochaine. Vous aurez Elior qui sera une publication intéressante. Soitec et Elior seront deux publications intéressantes. Vous aurez également du Genfit jeudi et vous aurez de l'IVA Imantiva vendredi. Au niveau du calendrier des dividendes, donc vous m'avez demandé de poursuivre le fait de vous montrer chaque fois les détachements, visiblement, donc je vais le faire, hein, tant que vous le souhaitez, je le fais, ça prend 2 minutes. Et donc, semaine prochaine, les dividendes, souvent, à la période, c'est plutôt avril, mai, c'est souvent là qu'il y a beaucoup de dividendes. Il y en a toute l'année, hein, comme Wendel, visiblement, qui va verser mardi. Donc, il y aura un détachement, visiblement, sur Wendel. Voilà, donc vous inquiétez pas si tout à coup, vous avez le prix qui baisse.
c'est tout à fait normal, c'est parce que le dividende s'est détaché et vous recevez normalement 2 à 3 jours plus tard eh bien, le versement sur votre compte espèce, que ce soit un compte... alors si c'est un compte titre, c'est sur votre compte chèque éventuellement, ou votre compte espèce. Si c'est sur le PEA, évidemment, c'est sur le compte espèce PEA. Voilà globalement ce que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous dire également, c'est un petit peu pourquoi j'essaye toujours de justifier les titres de mes vidéos, parce que bon, balancer des titres qui n'ont rien à voir avec la vidéo, bon, certains le font pour évidemment avoir plus d'attractivité. J'essaie toujours de faire évidemment des miniatures attractives. C'est moi qui les fais, hein. Je suis pas professionnel, je suis désolé, mais je fais ce que je peux, hein, comme on dit, et j'essaie toujours de faire voilà, à la fois des miniatures amusantes et à la fois qui attirent l'œil, évidemment. Et donc, mais surtout, j'essaie de les faire en corrélation à ce que potentiellement je vais vous dire. Pas surtout, mais potentiellement à ce que je vais vous dire. Et donc, le titre que j'ai choisi dans cette vidéo, c'est Dernière danse avant liquidation. Pourquoi? Parce que effectivement, donc, on a un mouvement qui est en train de se mettre en place, qui s'est mis en place toute cette semaine, même si on n'est que jeudi matin, au moment où je réalise cette vidéo. C'est d'abord le soulèvement américain par rapport à la fin du shutdown. Donc la fin imminente du shutdown américain a apporté un grand bol d'air aux investisseurs. Après plusieurs jours d'incertitude, le compromis trouvé à Washington a mis fin à la paralysie partielle du gouvernement fédéral. Résultat, les marchés mondiaux repartent à la hausse. En Europe, les principaux indices ont touché de nouveaux sommets. C'est le cas pour le CAC 40. Même l'Asie, souvent la première à réagir au climat global, a suivi le mouvement de manière enthousiaste. Donc, du côté, bien entendu, de la réserve fédérale, les investisseurs ajustent leur anticipation. La probabilité d'une baisse de taux au mois de décembre, désormais, avoisine les 64%. Donc, 2 sur 3, en gros, pensent que Powell va poursuivre sa baisse des taux. Une perspective qui, combinée à la fin du shutdown, nourrit l'optimisme des marchés actions. Mais, vous savez très bien ce que je vais dire, puisque c'est le sujet depuis de nombreux mois maintenant. Ce soulagement reste fragile. L'économie américaine manque encore de données récentes, notamment sur l'emploi, et la reprise de la publication statistique dans les jours à venir sera décisive. Alors, est-ce que d'ailleurs le taux de chômage américain va être publié ce vendredi ou pas? Je sais pas. Voilà. Mais on devrait l'avoir, j'espère, incessamment sous peu, ce fameux taux de chômage. Les marchés espèrent donc un scénario idéal. Voilà, le scénario idéal, ce serait des chiffres suffisamment modérés sur l'emploi pour encourager la Fed à continuer de baisser les taux. Mais toutefois, il ne faudrait pas des chiffres catastrophiques, parce que si les chiffres de l'emploi sont catastrophiques, les marchés pourraient penser que la baisse de taux arrive trop tard finalement, et que la Fed court derrière finalement une économie qui va se dégrader trop vite. Et donc là, pour le coup, le marché pourrait réagir différemment en sanctionnant finalement la Fed et en disant de toute façon, quoi que vous fassiez, les marchés vont pas apprécier, et quoi que vous fassiez, malheureusement, l'économie américaine va beaucoup souffrir dans les mois à venir, et notamment en 2026. Donc, quoi qu'il en soit, encore une fois, il y a vous le savez, une statistique à regarder. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4, il y en a une à regarder principalement, encore une fois, c'est le taux de chômage aux États-Unis. On a effectivement ici une formation en creux, une formation technique en creux. Toute la question est de savoir si cette formation technique en creux va être la même que celle que nous avons vécue plusieurs fois dans le passé. On sait que lorsqu'on a une formation en creux sur le taux de chômage américain, et que derrière on a un taux de chômage qui explose à la hausse, on a dans 80 à 90% des cas une récession aux États-Unis. Et on sait que dans 80 à 90% des cas, lorsqu'on a une récession aux États-Unis, on a des marchés qui ont tendance à être beaucoup plus volatiles et potentiellement à corriger. Donc, est-ce que c'est mon scénario pour les mois à venir? Vous savez ce que j'en pense. Je pense que c'est malgré que tout le monde, la plupart des experts écartent ce scénario de récession aux États-Unis, moi je pense que c'est loin d'être le cas encore. Il va falloir certainement un petit peu plus de temps, et surtout il va falloir des statistiques. Voilà, surtout il va falloir des statistiques. Globalement, je pense que voilà, dans les 3-4 prochains mois, grand maximum, on verra le taux de chômage, et on verra si ce taux de chômage arrive à rester sur les 4,5%. Tant que c'est le cas, ça va, on limite la casse.
partir du moment où vous voyez le taux de chômage, si c'est le cas, qui commence à repasser au-dessus des 4,5, 4,6, 4,7, je pense qu'il va falloir faire très attention, notamment aux valeurs de croissance, etc. Et il va falloir aller chercher probablement des valeurs un petit peu plus refugieuses. Voilà. Mais on n'en est pas là, c'est pas encore le timing, etc. Il faut laisser le temps au temps. Pour le moment, voilà, même si ce risque peut arriver, on le voit ici entre le croisement entre le taux de chômage et la création d'emplois, lorsque les deux courbes se croisent en général, ça provoque une récession. Donc pour le moment, encore une fois, on n'y est pas encore, on n'y sera peut-être jamais. Moi, pour moi, c'est pas du tout un scénario à écarter, vous le savez. Encore une fois, je vais pas répéter ce que je vous dis depuis des semaines et des mois, mais on n'y est pas encore, quoi qu'il arrive, et ce marché-là, pour le moment, n'est pas un marché fragile. Pourquoi c'est pas un marché fragile? Parce que c'est un marché, vous le verrez, qui monte dans devant un mur de peur. Tant que c'est le cas, ça va. Tant que c'est le cas, ça va. Tant qu'il y a des gens qui se positionnent en vente sur les marchés, ils alimentent la hausse. Tant que c'est le cas, ce marché peut encore monter un petit peu, même si, on le voit, les valorisations sur notamment les États-Unis, sur le Nasdaq, sur le Russell, sur le S&P 500 sont globalement très élevés. Vous avez que finalement le S&P 500 est qui pondéré, qui est un petit peu cher, mais globalement ça va, et le S&P 500 mid cap, le S&P 400 pardon mid cap, lui qui est globalement voilà dans la moyenne de ce qu'on avait vu en termes de valorisation. Voilà. Pour autant, effectivement, ben voilà, lorsqu'on regarde notamment le Nasdaq, voilà, on est quand même sur des niveaux de valorisation qui sont au niveau de ce qu'on avait connu avant la crise du Covid, de ce qu'on avait connu avant la crise de 2008. Voilà. On n'est pas du tout encore voilà, dans le scénario de bulle, ce qui s'était passé dans les années 2000, où là, pour moi, on avait pété les 40, que ce soit donc en 2000 ou en 2001. Voilà. Si on met un petit peu, qu'on regarde l'écart type un petit peu, et qu'on met une sorte de bande de Bollinger, ben on s'aperçoit en effet que sur 10 ans, on est un petit peu plus cher sur le Nasdaq, même on est un peu en excès haussier en termes de valorisation. C'est le cas également sur 20 ans. Donc voilà, parce que c'est bien aussi de changer les temporalités. Donc, est-ce que cette valorisation peut continuer à monter? Évidemment, la réponse est oui, surtout si une bulle se forme. Moi, c'est pas mon scénario. Mon scénario, je parle sur le Nasdaq notamment, c'est plutôt que, ben voilà, on peut avoir, oui, quelque part, c'était le scénario que je vous présente. Voilà, c'est toujours la même slide, hein, mais pour voir aussi l'évolution. Hein. Encore une fois, il faut ajuster les scénarios quand le marché nous dit autre chose. Mais pour moi, globalement, on va avoir probablement de la hausse sur les marchés, encore un petit peu, retrouver les plus hauts historiques. Bon, c'est déjà le cas sur le Dow Jones, mais peut-être même sur les S&P 500 et le Nasdaq d'ici la fin de l'année, voire le début de l'année prochaine. Par contre, mon avis, c'est que on a de fortes probabilités qu'on ait une augmentation du VIX, donc en 2026. Quand exactement, à partir du premier trimestre, j'en sais rien, mais en tout cas, on risque d'avoir une année 2026 qui va ressembler à beaucoup, à mon avis, de zigzags sans réelle direction, notamment sur les indices majeurs. Parce que pour moi, les probabilités de gain à 5 ans sur ces indices-là, il est relativement faible. Ce qui me fait dire également cela, ce graphique-là, que je trouve hyper intéressant, c'est le ratio entre le S&P 500 et le gold. Et donc, on voit que, eh bien, lorsque le S&P 500 surperforme le gold, donc lorsque on est au-dessus de la moyenne mobile, et bien vous avez le S&P 500 qui est en rallye, et lorsqu'on est en dessous, ben vous avez le S&P 500 qui est en range de moyen terme. Et là, on voit qu'on vient de passer en dessous. Donc moi, mon scénario, c'est que dans les mois ou années, on verra à venir, on aura du zigzag sur les marchés. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner le S&P 500, pas du tout, parce qu'au contraire, ça veut dire qu'il va y avoir du stock picking à faire, il va y avoir des valeurs qui vont sortir leur épingle du jeu, etc. Mais par contre, il va falloir probablement avoir une approche un petit peu plus technique et un petit peu plus, rationnelle de la réalité des valorisations. C'est-à-dire qu'il va falloir aller chercher, du momentum technique, des valorisations peut-être un petit peu moins élevées, et surtout des marchés et des actions un petit peu plus de qualité. Quand on voit que 50% aujourd'hui ou 40% des actions du Russell 2000 ne gagnent pas d'argent, ça pose quand même pour moi un problème. Donc je pense que ces actions-là, si le marché décide à un moment donné de faire du tri, risquent un petit peu de morfler. Ça ne veut pas dire que le reste ne marchera pas, au contraire, je pense que le reste pourra marcher, et il faudra simplement aller chercher et avoir, si possible, c'est pas toujours facile, mais si possible, de bonnes idées.
Ce qui est par contre très intéressant. Donc ça c'est plutôt le scénario moyen terme 2026. Voilà, je commence à vous préparer un petit peu ce qu'on pourrait avoir en 2026. Hein. Moi j'en sais rien, je n'ai pas de boule de cristal, j'essaie juste de me mouiller comme d'habitude. Vous me suivez, c'est aussi pour ça, parce que si c'est pour faire la météo de la veille, ça sert à rien. Donc j'essaye de vous projeter dans des scénarios, et après au fur et à mesure qu'on avance, on ajuste. Voilà, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de oui j'avais dit, j'avais raison, ça, on s'en fout de ça, ça n'a aucun intérêt, ça fait pas gagner de l'argent sur les marchés. Ce qui fait gagner de l'argent sur les marchés, c'est quand vous êtes aligné avec les graphiques. Et ce que je vous disais aussi la semaine dernière, la semaine d'avant, c'est que oui, on vivait un moment de correction de consolidation plutôt sur les marchés financiers, mais que on le voit, dès que ces marchés baissent un tout petit peu, tout de suite, le sentiment de peur est immense. Et ça, pour moi, paradoxalement, c'est très positif. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas du tout, contrairement à ce que beaucoup disent, on n'est pas sur un marché fragile, à mon sens, hein, sauf événement majeur, mais pour moi, au moment où on se parle, là, à l'instant T, en ce jeudi matin, on n'est pas sur un marché fragile. Je le disais aussi la semaine dernière, celle d'avant, on n'est pas sur un marché fragile parce que il y a beaucoup de couverture, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de de gens qui se couvrent. Et des gens qui se couvrent, potentiellement, quelqu'un qui short le marché, qui vend à découvert le marché, c'est un potentiel acheteur plus tard, lorsqu'il va se faire stopper. D'ailleurs, vous regardez le VIX est très intéressant hein, à regarder. C'est un indicateur, c'est un thermomètre intéressant. Quand vous avez des marchés comme aujourd'hui qui sont sur leur plus haut et que vous avez un VIX à 17, hein, rendez-vous compte, ben on n'est pas du tout sur un marché qui a peur. On n'est pas du tout sur un marché qui est complaisant, justement, sous le contraire. On a plutôt un marché, alors pas dire qui est en extrême peur, mais on a un marché quand même qui fait attention, qui fait pas n'importe quoi. On serait exactement dans la même situation technique sur le Nasdaq, sur le S&P 500, etc. Et on aurait un VIX, là je vous ai mis en pointillé, là, sur les plus bas, là, comme l'année dernière, en 2024 notamment, avec un VIX qui tournerait sur les 11, 12, 13, je vous dirais, bon, là, par contre, on a un marché qui est un peu complaisant, quoi, donc il faut faire attention. Mais c'est pas le cas aujourd'hui, c'est pas le cas. Ça veut pas dire que le potentiel devant nous est énorme, voilà, sauf bulle, pour moi, il est pas énorme, mais ça veut pas dire non plus qu'on a un marché qui est prêt à perdre 30%, sauf Covid numéro 4, bombe nucléaire, tout ce que vous voulez. Donc, pour moi, à court terme, quand je dis à court terme, c'est à quelques semaines, quelques mois, ce marché n'est pas, à mon sens, fragile. C'est un marché, à mon sens, qui est en train... Je vais conclure là-dessus pour vous faire une synthèse de ce que je pense véritablement. Pour moi, ce qu'on vit là, c'est un marché qui est en train de nous préparer un gros range. Voilà. C'est un marché qui est en train de nous dire, bon, il y a du pognon, donc à chaque fois que ça baisse, ben, on essaye de racheter. Ça, c'est un fait. Et Trump, je pense, ne supportera pas une baisse majeure des marchés, sauf événement cataclysmique. Pour autant, les amis, peut-être qu'on est allé un peu vite, un peu haut, et il va falloir attendre que les valorisations baissent, faire stagner les marchés avec des ranges qui peuvent être importants, hein, des ranges de 10, 15, 20%, ça peut arriver, pendant des semaines, voire des mois, en attendant que, tranquillement, eh bien, les résultats d'entreprise arrivent et qu'on réajuste un petit peu les valorisations. Voilà. Je parle bien sûr des indices majeurs. À côté de ça, il y a des choses à faire sur notamment les pays émergents, évidemment. J'ai beaucoup parlé de l'Amérique latine, vous le savez. Allez voir les graphiques du Brésil, allez voir les graphiques également sur les pays émergents de la Corée, du Sud, bien sûr. La Thaïlande, dont j'en ai parlé aussi, qui est en train de donner un graphique intéressant. Vous avez, même en Europe, vous avez je vous invite à aller regarder la Pologne, je vous invite à... Voilà, il y a des choses, mais... Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut aller chercher au cas par cas, de manière individuelle, et à l'intérieur des pays, aller chercher des actions de manière individuelle. Voilà, globalement pour moi, la conclusion que j'en tire sur cette première partie. Pour aller plus loin, bien sûr, vous pouvez vous inscrire, vous le savez, à la table des investisseurs, la newsletter qui est gratuite. Vous avez vu le suivi du portefeuille Forteresse il y a une dizaine de jours, portefeuille Forteresse qui a fêté ses 1 an, qui fête ses 1 an hein, d'ailleurs au mois de novembre, avec, on espérait une performance de 5 à 7%, puisque vous savez l'objectif de ce portefeuille, c'est avoir une performance très lissée, avec un drawdown qui est divisé par 2, voire 2,5 lorsque les marchés baissent. Ça a été le cas d'ailleurs au mois d'avril, où je crois le S&P 500 a perdu, je sais plus, 15% ou 20%, et le portefeuille lui a perdu 4%, donc beaucoup plus que ce qu'on attendait, ou en tout cas, il a été résilient comme on le souhaitait, et la belle surprise
surprise, bon, peut-être que ça s'équilibrera aussi dans les années à venir, hein, mais la belle surprise en tout cas de ce portefeuille-là, c'est que on a eu une performance de 11,58%, sans bénéficier du taux de change aussi qui a été plutôt défavorable. Donc on est plutôt très content. Je rappelle que ce portefeuille, il est gratuit, il est réplicable et c'est du DCA. On a fait le comparatif entre le versement unique qu'on a fait en novembre 2024 et le DCA, mais à terme l'objectif c'est qu'on supprime entre guillemets le suivi du versement unique pour ne faire que du DCA, pour que chacun puisse investir de manière équilibrée et de manière régulière. Voilà, cette semaine vous avez eu aussi la célèbre lettre mensuelle aux investisseurs, la lettre institutionnelle, un rapport de plus de 40 pages. Donc vous pouvez bien entendu la revoir autant que vous le voulez, notamment si vous êtes inscrit dans vos mails, notamment vous l'avez reçu. Donc faites attention, il y a beaucoup qui c'est en spam, donc des fois ça tombe en spam. Pensez toujours à mettre ça dans la boîte courante quoi, hein, de votre mail. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Bien sûr, tout ça c'est gratuit. Hein. Encore une fois, c'est des contenus que je fais gratuitement grâce au soutien de mes partenaires et de vous. Bon, le CAC 40, les amis, notre cher CAC 40. Donc que dire, hein, que dire sur le CAC 40, si ce n'est ce qu'on s'est déjà dit depuis des semaines, voire des mois. Toujours pareil. Analyse en 3 temps. D'abord, analyse long terme. Sur l'unité de temps long terme, le graphique est au-dessus de la moyenne mobile à 10 mois. Donc le graphique de long terme, il est haussier. Sur le moyen terme, on a fait un appui la semaine dernière sur la M10 et aujourd'hui on repart. D'ailleurs, on fait actuellement au moment où j'en cette vidéo un nouveau plus haut historique. Et donc on est au-dessus de la moyenne mobile à 10 semaines qui monte. La tendance de moyen terme, elle est haussière. Et à court terme, voilà. On est au-dessus de la moyenne mobile aussi à 10 jours qui est haussière. On avait dit qu'on attendait l'appui. J'espérais une petite congestion qui n'a pas eu lieu et ensuite avant de repartir. Est-ce qu'il y a, je me répète, hein, je suis désolé, mais est-ce qu'il y a une raison technique depuis des semaines, voire des mois, de shorter le CAC 40? La réponse, je suis désolé, c'est non. Les flux sont haussiers sur le CAC 40. Voilà. Alors, le CAC 40, c'est vrai, il sous-performe depuis le début de l'année, notamment les indices américains, mais pas que. Même ses homologues européens, comme l'Espagne, comme l'Italie, par exemple, comme le Portugal. Pour autant, la tendance, elle est haussière. On est au-dessus aussi de la M200, etc. Donc, il n'y a rien à dire, c'est haussier. Donc, vous pouvez me dire, oui, mais c'est une résistance, tout ça. Les résistances sont faites pour être cassées. Et donc, forcément, quand on voit ce genre de... C'est pas anodin, hein, quand on voit ce genre de mouvement, là, comme ça, aussi puissant, c'est pas forcément une hausse de conviction. Ça, je suis assez d'accord pour ceux qui disent que c'est pas une hausse de conviction sur le CAC 40. Par contre, c'est certainement une hausse technique. Et une hausse technique aussi, amplifiée encore une fois, par toutes celles et ceux qui sont short et qui se mettent tout à coup à se racheter. Donc, ce que vous voulez savoir, et ce que moi je veux savoir aussi, soyons clairs, c'est quelle est la suite maintenant. Une fois que, effectivement, on avait dit que cette zone-là, très certainement, serait une zone où les acheteurs se présenteraient. Ils se sont présentés, ils ont relancé, ils ont fait un mouvement exceptionnel, puisque le CAC 40 a pris 5% en 4 séances. 5% en 4 séances. Maintenant, quelle est la suite? Bon. Alors, évidemment, tous les scénarios sont possibles et imaginables, mais l'idée, c'est surtout de vous donner le scénario principal. Moi, mon scénario principal est celui que je souhaite, au-delà de celui que je vois le plus, mais c'est aussi celui que je souhaite évidemment, c'est qu'on ait, à partir d'ici, une congestion qui se mette en place. Voilà. On est un moment de pause. Il ne faut pas que le CAC 40, pour moi, pour garder vraiment le momentum désormais, il ne faut pas que le CAC 40 repasse sous les 8100. Voilà, vous prenez un peu de marge, 8100 on va dire. Vous avez la moyenne mobile à 10 jours, voilà, 8100. Tant que le CAC 40, vous pouvez avoir une congestion un petit peu plus longue d'ailleurs, tant que le CAC 40 tient cette zone-là, pour moi, on conserve le momentum. Et après, les amis, l'objectif pour moi, hein, vous faites un report de range. Donc vous avez la dernière vague de hausse qui est ici. Hop, vous faites un report. Voilà, puisqu'on est sur les plus hauts, c'est difficile de trouver des objectifs, mais voilà, l'objectif pour moi, il est là. C'est d'aller retrouver les 8500 points, grosso modo. Allez, 8500 points. Pour moi, c'est l'objectif sur le CAC 40 désormais, 8500. Il n'empêche que, à moyen long terme, je pense toujours qu'on a un vrai risque
in fine, voilà, d'avoir une attaque baissière, d'accord, pour retrouver les niveaux de support oblique ici, voir les niveaux de support oblique là, voir les niveaux plus bas. Mais ça, si vous voulez, c'est l'étape d'après. L'étape d'avant, c'est celle qu'on est en train de vivre, potentiellement. C'est ce mouvement-là. Voilà. Est-ce qu'il va s'arrêter à 8005, à 8006, à 9000? Ça, j'en sais rien. On peut même aller flirter. Hein. On peut même aller flirter sur l'oblique ici. Hein. C'est pas impossible. Hein. D'accord? Donc, pour moi, tant qu'on n'a pas des signaux de retournement, moi, ce que j'attendais, c'est un nouveau plus haut historique. Vous le savez, c'était le scénario, etc. Mais maintenant, on accompagne ce mouvement. Tant que vous n'avez pas un scénario de retournement, tant que votre niveau n'est pas invalidé, votre niveau en dessous n'est pas invalidé, il n'y a aucune crainte à avoir. Voilà. À partir du moment où vous allez commencer à passer sous la moyenne mobile, à combler les gaps, etc., et à retourner les tendances, là, je vous dirais, ok, attention, parce que le potentiel baissier, là, quand tout le monde sera acheteur, je vous dirais, attention quand même, parce que le potentiel baissier il peut être élevé. Mais à ce stade, ce n'est pas du tout le cas. Donc pour répondre à la question de l'introduction, est-ce que ce mouvement, c'est un feu de paille ou est-ce qu'il est durable? Ben, la réponse, c'est qu'on va le voir dans la construction dans les jours à venir. Et ma réponse à ce stade, c'est que c'est peut-être un feu de paille, mais ce feu de paille peut durer des semaines, voire des mois. Et donc, ce serait dommage, à mon sens, de louper 1 mois, 2 mois, 3 mois de hausse sur les marchés, de manière générale, en se disant, ouais, mais derrière, quand même, on aura une correction. Donc pour moi, il faut faire étape par étape. Tout comme le marché, il faut éviter de voir trop loin non plus. Il faut éviter de trop anticiper. Et il faut trader les graphiques. Voilà. Tant que nous sommes en tendance haussière, eh bien, on trade à la hausse. Bon, ensuite, vous avez le small. Alors, le CAC small, on s'était quitté la semaine dernière là-dessus. Et on avait dit, bah, ce qu'on attend, c'est ici la congestion et derrière le redémarrage. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu l'appui, on est allé chercher un petit peu de liquidité comme d'habitude. On a regagné, on a fait un appui et on est en train de relancer. Donc c'est plutôt pas mal. On est en train même potentiellement de jouer ici avec cette oblique. Au moment où on se parle, je vais faire de la place, vous inquiétez pas. Voilà. On est en train de jouer avec cette oblique. Donc, ma foi, c'est plutôt pas mal du tout. Maintenant, on le sait, pour moi, le niveau d'invalidation, à très court terme, je parle, c'est les 15 000 points. Tant que vous restez au-dessus des 15 000 points, il n'y a même pas à remettre en question le momentum de très court terme. Voilà. Même très court terme, c'est haussier sur le CAC Small. Ok? L'objectif, c'est quoi? De revenir sur le haut de range, potentiellement de le casser. Et quand on en sera là, ça correspond à cette ellipse ici en mensuel, voilà, qui est là. Voilà. Et là, il faudra faire attention, parce que derrière, on aura probablement, peut-être, un retournement. Mais ça, c'est potentiellement l'étape d'après. Ce serait dommage, potentiellement, de louper peut-être une hausse de 10-12% sur le CAC Small. Quand vous prenez 10-12% sur le CAC Small, les actions qui composent le CAC Small, en général, qui sont haussières, peuvent gagner beaucoup plus. Et surtout, si vous anticipez en shortant aujourd'hui, vous pouvez vraiment vous faire très mal. Donc, pour moi, si vous avez peur, ce qui est tout à fait compréhensible, moi je ne critique pas du tout les gens qui ont peur, moi-même j'ai peur sur les marchés financiers, j'ai toujours eu peur, bon en vieillissant j'ai un petit peu moins peur, mais la peur c'est quelque chose de normal, il faut arrêter de croire qu'il y a des gens qui sont formatés, il y en a peut-être 1% de la population qui est formatée à affronter la peur sur les marchés, mais 95 voire 99% des gens sont comme vous et moi, et ils ont peur d'investir, ils ont peur, c'est tout à fait normal, surtout sur des niveaux comme ça. Bon, si vous avez peur, ne faites rien. Mais shorter le marché parce qu'on a peur, c'est une connerie. Je vous le dis clairement. Shorter les marchés parce qu'on a peur, c'est une connerie. À la limite, vous vous mettez cash. À la limite, vous réduisez vos tailles de position, mais ne shortez pas. Tant que les tendances sont haussières, évidemment. Ok? Bon, voilà les amis, donc pour le CAC Small. On passe désormais aux actions, si vous le voulez bien. Mes lunettes parce que je ne vois plus rien. Hop là, voilà, c'est mieux. Total énergie. Donc, on va bien sûr beaucoup faire des graphiques mensuels, hein, bien entendu, donc sur les différentes actions qu'on va aborder, hormis quelques
plus nerveuse, spéculative. Donc Total Energy, alors c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Là pour le coup, je crois que j'avais fait un tracé, voilà, un tracé, un hebdo, donc c'était pas mal. Il y avait deux scénarios potentiels. Donc scénario numéro 1, on avait la cassure donc de cette congestion et la construction. Scénario numéro 2, on faisait un nouveau plus bas, mais dans les deux cas, vous le savez, c'était de la hausse. Pour le moment, je dis bien pour le moment, c'est le scénario numéro 1 qui semble être privilégié. Maintenant, à l'image du CAC, je veux une petite congestion et je veux redémarrer. Et après, quels seront les objectifs sur Total Energy? Eh bien, ce sera les 60 et ce sera potentiellement les 65 et pourquoi pas même un niveau plus haut historique. Évidemment que si c'est le cas, vous pouvez être sûr que le CAC 40 sera dans les nuages. On m'a demandé si la cotation américaine pouvait être favorable à Total Energy. Je crois que oui. Je crois que oui. Ensuite, vous avez du Renault, que j'aime toujours beaucoup. Voilà, Renault, toujours intéressante. Donc, vous le savez, alors en mention, vous avez proposé 2 zones d'achat. Donc, 3 même. Zone d'achat ici, pour le moment, elle est tenue. La zone des 31, la zone des 21 et la zone des 12. Donc, pour le moment, les 31 tiennent. J'aime beaucoup, beaucoup ce que fait Renault, mais le secteur auto de manière générale, vous le savez, secteur qui est en train de se reprendre à mon sens. Et donc, voilà, vous avez potentiellement ici une figure qui est en train d'être cassée. Là aussi, comme beaucoup d'actions, ce que j'espère, c'est qu'on ait 2-3 jours un peu à plat. Et à partir de la semaine prochaine, milieu de semaine prochaine, on casse tout ça par le haut et qu'on attaque une véritable tendance. Tout ceci est invalidé pour moi si on repasse sous la figure. On a une belle congestion qui s'est mise en place, donc dans l'ensemble, c'est plutôt vraiment pas mal. Ensuite, vous avez de l'Edenred qui, elle, est en difficulté. On attendait un retour sous les plus bas, c'est-à-dire sous les 20 €. On l'a eu, donc première zone d'achat si vous êtes intéressé par Edenred. C'est des dossiers compliqués. Edenred, évidemment, pour les raisons que vous connaissez. Voilà, je ne suis pas un grand fan d'Edenred, mais en tout cas, celles et ceux qui veulent avoir un petit peu d'Edenred dans le portefeuille, quelles sont les zones d'achat? Sous les 20, donc on y est, on y est allé surtout hier. Et deuxième zone de renfort, on va dire sous les 15 € globalement. C'était effectivement le titre qui avait été proposé par mon ami Gilles Guézou de Investing dans la newsletter, et je vous invite à relire l'analyse technique que j'avais faite, et pour le coup je l'avais écrit il y a 10 jours je crois, cette analyse technique. J'avais dit voilà, ce qui m'intéresserait, c'est éventuellement, voilà, même si le titre en lui-même ne m'intéresse pas, mais potentiellement, si ça devait m'intéresser, ce serait première zone sous les 20 € et deuxième zone sous les 15 €. Voilà, c'est marqué noir sur blanc. Ou alors, j'avais dit, en momentum, si on casse la moyenne mobile à 10 mois. Voilà. Puisque vous l'avez vu, elle a fait résistance ici, elle a fait résistance ici. Donc, éventuellement, ceux qui veulent attendre, vous attendez la cassure de la moyenne mobile à 10 mois et éventuellement, vous prenez position. Avec un stop sous les plus bas, ceux qui veulent faire du trading. Après, voilà, chacun fait en fonction de son profil. Il n'y a pas une vérité sur les marchés, hein. Ça, je vous dis tout le temps, ça dépend beaucoup du profil de chacun. Alors, j'essaye de vous donner plusieurs scénarios et plusieurs réponses en fonction de plusieurs profils. Mais pour autant, il en existe bien d'autres. Donc voilà pour Edenred, donc en difficulté, mais les zones quand même elles sont touchées. Vous avez du Forvia également. Alors j'aime beaucoup Forvia, voilà. Je trouve qu'il se passe quelque chose. Je trouve que la congestion est vraiment intéressante. C'est une action à suivre. On attendait de toucher les plus bas historiques avant de rebondir. C'est ce qu'on a fait. On a eu la relance, hein, si vous voulez, donc avec une action qui a quand même repris plus de 100%. Et désormais, on a la période de consolidation. Voilà, globalement, ce qu'on attend sur Forvia. Voilà. Hop. Là, on a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et si vous arrivez à redépasser les 12 €, éventuellement, vous pouvez casser par le haut et vous pouvez réaccélérer. Voilà, grosso modo, ce que je voulais vous dire sur Forvia. Donc, c'est un dossier à suivre de très près ces prochaines semaines, si évidemment les indices et notamment le CAC 40 se tiennent bien. Crédit Agricole, je suis évidemment toujours très positif, puisque pour moi, on est en train de fabriquer une figure ici. C'est vrai que le potentiel haussier des bancaires, j'ai quelques doutes. Pour autant, c'est pas forcément hyper bien valorisé, hein, les bancaires, malgré la très belle hausse qu'on a faite cette année. Mais
pas mais, hein, donc potentiellement, vous pouvez avoir encore une vague de hausse, et ça pourrait d'ailleurs aider éventuellement le CAC 40. Vous avez une zone d'objectif qui se situe à peu près aux alentours des 20 euros à viser, donc pourquoi pas, hein, il y a un potentiel, je sais pas, de 15%, quelque chose comme ça, hein, voilà, 15-20%, pourquoi pas sur Crédit Agricole, et évidemment, ça pourrait aider. Donc pour moi, ce que je vois là, euh, je ne peux pas vous dire que c'est un graphique vendeur. Au moment où je vous parle, quand je vois ça, je me dis, tiens, c'est pas du tout un graphique vendeur, c'est plutôt une congestion qui est en train de se mettre en place. Il faudra relancer à cassant les 17 euros, les 17,30 €. Mais globalement, pour moi, c'est bien évidemment encore de la hausse sur Crédit Agricole. Vous avez du Ipsen également, qui est plutôt pas mal. Donc Ipsen, on est en train de tenter de se débarrasser de la résistance ici, horizontale. Donc pourquoi pas éventuellement tenter quelque chose. Bon, pour ma part, j'en ai un petit peu. Donc on a pris la cassure ici. Voilà, on a pris, hop là, pardon, la cassure ici. On a le stop qui est remonté. On essaie d'accompagner. C'est une tendance haussière. On est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Donc dans l'ensemble, c'est quand même très très positif. Ensuite, vous avez... Alors, celle-là, j'espérais cette zone-là. On n'est plus très loin désormais. C'est Soprasteria. Voilà, on n'est plus très loin désormais. Voilà, vous avez vu, on a fait la... Donc, on n'est plus très loin. Soprasteria, moi, c'est un dossier que tout le monde jette à la poubelle. Moi, je trouve que c'est pas un dossier inintéressant quand même. Et vous voyez, ce qu'on avait noté, hein, c'était à chaque fois qu'on revient sous la moyenne mobile ici à 200 jours, bah, c'est souvent des belles opportunités long terme. Donc on n'est plus très loin, voilà, si c'est un dossier qui vous intéresse, peut-être que la première zone, hein, sous les 120 jusqu'au 100, ça peut être une première zone d'accumulation. Gardez un peu de cash au cas où on aille sous les 60, on sait jamais, mais globalement déjà celle-là, je trouve que c'est une belle zone. Je vous la montre pas court terme, ça sert à rien. Ensuite vous avez Ubisoft, alors Ubisoft c'est la cata, hein, clairement, Ubisoft c'est la cata, sauf que ça fait longtemps qu'on attendait le support oblique de long terme, qu'on a touché, enfin. Vous voyez, il est là, tac, tac, tac. Donc support oblique de long terme, il est ici. Voilà, globalement, pour moi, j'ai pas très envie d'investir sur Ubisoft, hein, je vais pas vous mentir, ça va être pour à côté des bêtises. Voilà, maintenant, voilà, pour les joueurs, pour ceux qui aiment bien le trading, etc. Éventuellement, si vous avez la mise en place d'une petite congestion pour tenter un rebond technique, pourquoi pas. Voilà. Mais c'est un dossier compliqué. Il va falloir du boulot pour retourner la tendance. Il va falloir regarder la moyenne mobile. Ça, c'est très intéressant, hein. La moyenne mobile à 200 jours qui est ici, qui a fait résistance ici, qui a fait résistance là. Donc, pour changer les choses, il va falloir qu'elle s'aplatisse. Voilà, qu'elle se redresse. Et il va falloir que notre Ubisoft, elle, arrive à repasser au-dessus. Et surtout, ben, construise et puis casse par le haut. Ok? Donc voilà, globalement sur Ubisoft. Ensuite, vous avez du Capgemini. Donc toujours la même chose sur Capgemini. Voilà, on en parlait du pullback. Donc du pullback, il y a la semaine dernière, je crois. Donc on a fait pullback même sur cette zone-là, finalement, sur le triangle ici. Et derrière, on est potentiellement reparti sur Capgemini. Pour autant, on n'a pas retourné du tout la tendance, puisque ce qui va compter, c'est éventuellement la cassure ici, peut-être. Voilà. Donc il faut d'abord casser la moyenne mobile à 200 jours, congestionner et éventuellement repartir. Voilà, globalement, pour moi, ce qu'on peut éventuellement tenter sur Capgemini. Maintenant, on peut jouer du rebond court terme, etc. Mais pour le moment, on ne peut pas parler, à mon sens, encore de retournement de long terme. C'est toujours baissier à long terme, même si c'est vrai qu'on se rapproche quand même sur une zone intéressante. Zone d'investissement qui sera par contre très intéressante si on y va, évidemment, c'est le bas de canal. Là, le bas de canal, ça peut être vraiment une très très belle opportunité si on y va, ce qui n'est pas encore quand même totalement garanti du tout. Ensuite, on a celle qu'on suit depuis pas mal de temps, Carrefour, qui... donc j'ai vu que la famille Saada, apparemment, Saadé, pardon, était visiblement revenu, venu au capital.
et à hauteur de 4%. Alors, ce qui est intéressant par contre sur Carrefour, c'est toujours ce qu'on disait là la semaine dernière et le mois dernier, c'est la congestion. Évidemment, c'est ça qu'on regarde, c'est ça qu'il faut suivre de très près. Donc voilà, il y a effectivement donc cette congestion, la cassure, le pullback, on est en train de relancer, on repasse au-dessus de la moyenne mobile. Il faut là aussi tenter éventuellement une cassure de ce niveau-là pour éventuellement relancer, et l'objectif c'est de retourner. Donc ici vous avez une zone aussi de comblement de gap qui est là, éventuellement à tenter. Hop, je vais vous la mettre en rose. Donc ça peut se tenter. Moi je trouve que c'est un dossier qui peut être intéressant. En plus ça peut faire office de valeur un petit peu défensive dans un portefeuille. Donc dossier à suivre de près. Soitec, bon, qui va publier visiblement la semaine prochaine. Donc faut faire attention. Pour le moment, bon, la congestion qu'on espérait là, elle a lieu un petit peu plus bas. De toute façon, comme je le disais, hein, faut laisser tomber pour le moment. Il y a la publication dans la semaine. Donc, je pense qu'il faut attendre la publication. Ne vous mouillez pas trop. Même si c'est vrai que la config elle est quand même pas si moche que ça, mais pour autant vous avez le temps. Même si la publication est bonne et que le titre décide de faire un gap à la hausse, bah derrière on attendra la congestion pour ensuite casser par le haut. Tant le potentiel technique, hein, il est quand même assez énorme. Vous avez d'ailleurs une zone de gap ici. Bref, donc techniquement vous avez encore largement le temps de rentrer sur ce dossier là. Après Soitec, nous avons du Morel Prom qu'on suit également parce que la figure est appétissante. On avait cette figure là de biseau descendant, on est en train de la casser par le haut, mais reste là aussi le plus difficile à faire, c'est-à-dire casser tout ça, fabriquer une congestion et casser tout ça. Donc là vous avez la grande figure et là il faut faire la petite figure, il faut la casser par le haut, il faut s'installer au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, blablabli, blablabla. Vous connaissez la stratégie par cœur si vous suivez ces vidéos depuis pour certaines des années. Donc l'objectif c'est éventuellement de fabriquer la congestion, de casser par le haut, mais oui, c'est un titre que je suis évidemment de très près. De CRSI, elle y est allée, donc très intéressant aussi. Donc on a fait le gros gap baissier, derrière on fait eh bien la relance, on fait la congestion ici. Regardez la toute petite bougie. C'est un trend qu'on a tenté sur le salon, et derrière on arrive à faire de la perf, donc c'est vraiment intéressant puisque c'est 20% en 3 jours. Donc voilà, vraiment intéressante de ces RSI. Maintenant là aussi très certainement ce qu'il va falloir pour la suite et pour aller beaucoup plus haut que ça, que cet objectif là, il va falloir le tester et il va falloir congestionner par là. Et si vous voyez ça apparaître, à ce moment là vous tentez un achat avec un stop évidemment comme d'habitude sous la congestion. Encore une fois, c'est du classique, vous en avez bien l'habitude. Vous avez également dossier un petit peu plus spéculatif de l'euro happy, dossier qui s'est pété la gueule. J'en avais fait les frais moi d'ailleurs, il y a quelques années déjà, je crois que c'était là, en 2023, j'étais investi, j'en avais une ligne que j'avais achetée la veille au soir à 17h15, il faut le faire quand même. Et il y avait une news et derrière, poum, on a eu cette chute vertigineuse, donc toujours faire très attention. Heureusement là-dessus c'était un money management comment dirais-je, prudent, mais voilà, ça peut arriver. Donc en tout cas ce qui est intéressant, ce que je note quand même techniquement, c'est qu'il y a du mieux sur EuroAPI, puisque on a une moyenne mobile ici à 200 jours qui est baissière, qui se redresse et qui est en train presque de repasser haussière. Donc ça c'est intéressant. Vous voyez que les cours, le momentum baissier c'est relativement tassé, et on enchaîne les biseaux, cassures, avec de très belles congestions. Et là effectivement on a une nouvelle congestion qui est en train de casser par le haut, et là c'est toujours la même chose. Éventuellement il y aura des choses à tenter si vous avez une nouvelle congestion qui se met en place, et éventuellement une cassure par le haut. Donc voilà, c'est quand même vraiment pas mal. Maintenant, encore une fois, c'est un dossier spéculatif. Vous pouvez avoir une news qui vient vous dégommer, donc faites attention à la taille de position. Un dossier qui est en difficulté, c'est Pluxee. Pluxee, on en avait parlé à la cassure du plus bas historique. Souvenez-vous, vous avez dit on peut avoir une congestion pour un retournement, ce qu'on a eu, hein, puisque Pluxee a quand même pris 25% en quelques séances, mais ça n'a pas pour autant, il ne faut pas confondre rebond technique et retournement de tendance, puisque nous sommes tout de suite revenus sur effectivement le niveau de résistance oblique. On est
pas arrivé à la franchir, on n'est pas arrivé à casser, on n'est pas arrivé à construire et à relancer. Donc, voilà, maintenant on revient sur le support oblique qui a fait, comme son nom l'indique, support oblique, et donc potentiellement on relance. Donc tout est à refaire pour Pluxee. Voilà, véritablement, hein, il y aura changement de tendance uniquement si vous arrivez derrière à breaker tout ça, à repasser là encore une fois au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, etc. etc. Bon, vous avez Valeo, j'aime beaucoup ce dossier-là, c'est un dossier que je surveille de très très près, plus que de très très près d'ailleurs. Donc c'est un dossier, vous le savez, qui est en train de se retourner, on en parlait dans cette oblique, on a breaké, on en parlait dans cette congestion, on a breaké. Donc c'est un dossier hyper intéressant qu'il faut continuer à suivre de très près, ça peut faire partie alors, des recoveries, je sais pas, mais en tout cas, tout le secteur, pour moi, auto, équipementier auto, si les marchés continuent de progresser, seront des secteurs forts. Il y a aussi la chimie, qui peut également, voilà, il y a quelques secteurs comme ça, et les autres, on les réserve pour MTT, mais globalement, il y a beaucoup de secteurs comme ça qui sont en retard, qui peuvent, je pense, se redresser. Bon duel, donc on avait fait le suivi, on attendait la congestion qu'il y a eu, donc très intéressant, on fait une super bougie lundi, et là, à nouveau, on a la petite congestion qui est en train de se mettre en place avec un niveau de résistance, donc c'est vraiment intéressant. Si éventuellement on arrive à breaker cette zone-là, hein, donc grosso modo, hein, la zone des 9,10 €, on peut avoir à nouveau une accélération sur le titre, donc titre qu'on suit hein, depuis de nombreuses semaines, donc je vous invite à revoir les vidéos précédentes. Pour le moment, ça suit assez bien son cours. BIC, on va la mettre en long terme parce qu'il y a des zones qui sont quand même assez intéressantes sur BIC. Voilà, c'est plutôt ça qu'il faut regarder sur BIC. Donc, il y a la zone 51, sans jeu de mots, qui est intéressante. Et vous avez surtout, pour moi, la zone qui est très intéressante, qui est la zone ici, on n'est plus très loin, la zone des 42, 42,5. Là, vraiment, c'est un support oblique de très long terme. Donc si on y va et que vous êtes intéressé par le dossier, alors c'est pas un dossier fantastique, hein, mais si on y va, vous voyez, c'est un dossier qui peut être éventuellement rentré en fond de portefeuille avec, pourquoi pas, un money management adapté. Tiens, une autre action qu'on suit depuis pas mal de temps déjà, c'est groupe LDLC. Qui est ici, qui, vous le savez, on la suit depuis le support oblique et les nombreuses congestions. Alors la problématique de ce titre-là, c'est qu'il n'est pas hyper liquide, ça c'est vrai. Mais par contre, techniquement, il est très propre. On avait donc une congestion ici qu'on suivait, la congestion là qu'on a suivi, et il y a à nouveau une congestion qui est en train de se mettre en place. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Éventuellement, vous pouvez avoir un nouveau signal qui pourrait se déclencher encore au-dessus des 15-15. Voilà, grosso modo, au-dessus des 15-15. Donc encore une fois, c'est pas hyper liquide, faites gaffe à la taille de position. Vous avez en moyenne là-dessus 140 000 € échangés, donc il faut faire hyper gaffe. Mais oui, groupe LDLC, pour le moment, c'est une tendance haussière qui s'est retournée avec, regardez ici, la moyenne mobile. Donc à chaque congestion, on peut tenter quelque chose avec des invalidations. Des invalidations plutôt en clôture journalière, parce que des stops physiques là-dessus, c'est quand même embêtant. Il vaut mieux réduire la taille de position et attendre la clôture du soir pour clôturer si votre invalidation a été touchée et dépassée. Ensuite, vous avez de l'ABN, donc une bancaire néerlandaise, donc très belle tendance haussière. Il n'y a rien à dire. Je vous la mets en mensuel ici. Donc on revient sur les plus hauts historiques. Ben, on a quasiment touché les plus hauts historiques. Donc voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire que ça. Plus haut historique quasiment touché. Bon, voilà, pas grand chose à dire. Il faut éventuellement patienter si vous n'en avez pas, s'il y a une petite congestion qui est en train de se mettre en place. Donc pour le moment, franchement, c'est haussier, rien de plus. Tant que vous tenez la moyenne mobile ici à 10 jours, franchement, vous pouvez continuer de conserver si vous en avez. Si vous n'en avez pas, attendez encore une fois un signal. On part en Allemagne avec BASF. Tiens, très intéressant. Secteur également, je vous ai dit, qui est très intéressant. Et regardez le graphique mensuel un petit peu. Ce qu'on a, voilà, énorme congestion. Vous avez un graphique qui est similaire sur d'autres actions. Ça me rappelle le graphique d'ailleurs de l'Action Nobel aux Pays-Bas notamment. Mais là, donc, c'est en Allemagne. Et donc, on a une très grosse congestion. On relancera uniquement par dépassement des 48,40 €. Et éventuellement, c'est sûr que si on casse par le bas, si on repasse sous les 33 €, globalement, il faudra faire gaffe. Mais
C'est pas le cas encore. Pour le moment, on tient le support oblique. Pour le moment, on congestionne. C'est un dossier qu'il faut suivre de près, notamment s'il y a du momentum et s'il arrive à casser les niveaux de résistance par le haut. Pernod Ricard, c'est toujours un dossier en difficulté. C'est toujours une zone de support. Le point positif, c'est que on voit que pour le moment, il y a une congestion qui est en train de se mettre en place. Regardez les deux petites bougies actuelles qui sont très petites. Donc, il faut très rapidement relancer et parvenir à recasser tout ça par le haut, ce qui sera évidemment pas évident. Vous pouvez vous dire, tiens, par exemple, si on arrive à repasser au-dessus des 90,34 €, je peux avoir éventuellement un petit signal d'achat à tenter. Sinon, pour celles et ceux qui veulent tout simplement investir, vous avez la première zone, nous y sommes. La deuxième zone, elle est aux alentours des 40, 41, 42, 43. Voilà, les deux zones éventuellement d'accumulation dans une optique, bien entendu, de long terme, c'est-à-dire supérieure à 5 ans. Vous avez du Aramis qu'on suit également depuis un petit moment. Aramis qui est vraiment pas mal, donc qui est en train là aussi de se retourner. Bon, on fait le suivi, hein, elle a fait la mèche la semaine dernière. Une mèche folle, donc moi comme je vous montre quand ça marche, quand ça marche pas. Là on avait un trade, alors on en avait proposé un autre à l'époque ici, mais on avait un autre trade. Moi j'avais un trade personnellement ici et je me suis fait sortir sur la mèche basse. Voilà, c'est comme ça, donc un peu les boules parce que derrière c'est un peu reparti, mais ça fait partie du jeu. C'est aussi ça, une ceinture de sécurité, vous savez, on la met dans 99% des cas pour rien, hein. Il arrive même parfois qu'elle se bloque alors que il n'y a pas forcément un accident, mais c'est comme ça fait partie du jeu, mais comme d'habitude, moi je vous montre tout, je vous montre les bons trades, les mauvais, je préfère d'ailleurs même vous, enfin, pas les mauvais, parce que ça c'est pas un mauvais trade, mais les perdants, voilà, je vous montre surtout ce qui marche pas, parce que on apprend souvent plus, et surtout ce qui marche pas quand c'est des erreurs, parce qu'on apprend souvent plus de nos erreurs que de nos victoires. Malheureusement, la nature humaine est faite comme ça. Ensuite, vous avez du Dassault Systèmes. Donc, Aramis, hein, pour conclure, hein, j'ai toujours les mêmes niveaux d'objectifs, hein, l'entrée de gap, et éventuellement la clôture du gap ici. Ok. Ensuite, vous avez du Dassault Systèmes, alors qui est toujours en difficulté, hein, Dassault Systèmes, toujours en difficulté. Donc, pour moi, le niveau de renfort, il est là, aux alentours des 20 €. Voilà, 20 €. Donc oui, il y a des rebonds, etc. Mais pour moi, on a encore un petit potentiel supplémentaire. On peut encore aller baisser de 5, 10, 15% sur Dassault Systèmes. Et là, par contre, ça peut être un niveau qui peut être vachement intéressant. Donc, c'est les plus bas quand même de 2018. Seb, qui est toujours en difficulté. Toujours en difficulté, hein. Donc là, pour le coup, la zone, pour moi, la première zone d'investissement, elle était là. La deuxième zone, je sais pas, elle a été effacée. Hop là, la deuxième zone, elle est là. Voilà, donc toujours en difficulté, voilà, y a un tout petit rebond par là, mais c'est quand même très compliqué. Je pense qu'il faut encore patienter sur ce dossier-là. FDJ, c'est du pareil au même. Donc on est toujours en train voilà, sur le support. Alors certains m'ont dit, est-ce que ça veut dire qu'on a cassé le support? Pas vraiment encore. Des fois on peut aller chercher la liquidité un petit peu plus bas, mais oui, c'est un dossier qui pour le moment est en difficulté. Voilà, on attendait le retournement. Voilà, vous avez dessiné ça, hein. On attend la congestion, le retournement. Pour le moment, on ne l'a pas. Par contre, ce qu'on commence à avoir, c'est un début de congestion. Voilà, c'est un début de congestion, on le voit, on a beaucoup de petites bougies qui apparaissent, c'est assez rare. Donc ça, quand même, ça se surveille. Mais on n'est pas encore, on n'a pas encore retourné la tendance, hein, les amis. Hein. Attention, on est loin du compte, mais c'est peut-être un début de quelque chose. Voilà, qu'il faut évidemment suivre aussi. Ensuite, vous avez, après je repasserai pour voir si je n'ai rien oublié, mais de mémoire, ou visiblement plutôt que de mémoire, je n'ai rien oublié. Vous avez du Adosia, bon c'est spéculatif, mais la config est intéressante, notamment là je vous montre qu'en journalier. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait évoqué, bon à l'époque on avait parlé de cette congestion là, on a parlé de cette congestion là, donc chacune a donné effectivement des choses intéressantes. Et puis vous avez cette congestion là, qui est également très intéressante. Donc derrière on peut avoir une relance. Tout ça évidemment est invalidé si on passe sous les 8 € à peu près. Ensuite, donc bon, le graphique long terme, hein, pas grand chose à dire. Bon, voilà, c'est un graphique à peu près neutre, hein, depuis 2017. Bon, voilà, ça fait 8 ans, quoi, grosso modo. Mais à court terme, il y a des mouvements qui peuvent être éventuellement joués. Ensuite, vous avez du TF1. Vous savez, moi, c'est une action que je regarde. On est toujours dans la congestion. Le graphique ressemble un petit peu à Carrefour, dans une moindre mesure.
Mais voilà, on arrive un petit peu au bout d'une congestion. Donc, pour ceux qui sont intéressés, ben, le bas de la congestion peut être intéressant pour investir. Et pour ceux qui attendent plutôt du momentum, on attend la cassure, la congestion pour ensuite repartir. Donc, ça se regarde. Moi, c'est une action que je trouve pas inintéressante du tout. Donc, voilà. Mais pour le moment, on n'a pas véritablement le signal. Heineken, qui a une action. Alors, vous avez les deux, hein. Vous avez la holding et le classique. Mais les graphes sont très similaires. Il n'y a que les prix qui diffèrent, mais les graphes sont très similaires. Ce qui est intéressant sur Heineken, c'est que oui, alors potentiellement vous avez un double appui qui est ici, et vous avez surtout un graphique avec une épaule tête à épaule inversée potentielle, je dis bien potentielle, voilà, qui est en train de se former. Voilà, avec ici l'épaule tête à épaule. Donc vous avez la ligne de coup globalement qui est ici. Donc il faut briser la ligne de coup, repasser. Donc on n'a pas retourné la tendance encore, hein. Donc il faut briser la ligne de coup, repasser au-dessus de la moyenne mobile et ensuite relancer. Mais en tout cas, c'est quand même une action, je trouve, qui est assez intéressante, y compris pour un investisseur. Ça reste une tendance de très long terme qui est haussière. Par le passé, regardez en 2008, on est passé sous la moyenne mobile à 200 mois, ben, ça a été une opportunité, et là, on vient juste d'y passer également. Donc, pour un investisseur long terme, en prendre un petit peu, si ça vous intéresse, si le dossier vous intéresse, c'est toujours la même chose, ben, pourquoi pas. Equasens, alors, Equasens, c'est toujours pareil, moi j'attends quand même un nouveau plus bas à terme. Voilà, j'attends quand même qu'on aille faire un nouveau plus bas à terme, mais oui, il y a une petite réaction sur le support quand même. Donc voilà, éventuellement, pour revenir aux alentours des 47, mais c'est du court terme. Voilà. Et il y aura peut-être un nouveau plus bas plus tard. Maintenant, je peux très bien, voilà, on peut très bien revenir ici, congestionner, et là, par contre, on peut déclencher un nouveau signal à condition qu'on arrive à bien construire aux alentours des 54 €. On part aux States, les amis, avec une action qui a évidemment cartonné, c'est Nebus, mais là aussi, comme on le dit souvent, gros volume, on fait attention, voilà, sans cesse de le répéter, vous avez des gros volumes, faites gaffe quand il y a des énormes volumes, parce que c'est que vous êtes proche d'une correction. Et ceux qui n'ont pas fait gaffe, derrière, ils ont une correction de 35% en quelques séances. Donc, évidemment, si vous avez payé le plus haut, ben, ça peut faire mal. Là, il y a trop de volatilité. Voilà. Encore une fois, ce qui est intéressant dans les graphiques, c'est quand vous avez des zones de réduction de volatilité, comme ici, comme là, potentiellement, etc. Comme là, même éventuellement pour les plus agressifs. Voilà, ça c'est intéressant. Là aussi, on en avait une, mais on a fait le gap aussi, donc on n'aurait pas pu l'accrocher. Là, vous avez trop de volatilité. Donc là, il faut laisser le graphique mûrir. Voilà. Vous laissez le graphique mûrir tranquillement et vous attendez patiemment qu'il vous montre quelque chose. Si c'est pas clair, n'y allez pas. Si c'est déjà que quand c'est clair, c'est difficile. Alors quand ça l'est pas, c'est même pas la peine de se prendre la tête, hein, et vous regardez d'autres graphiques. Pour le moment, on l'attend. Ça ne remet pas en cause, à mon sens, la tendance haussière, mais sauf que voilà, vous pouvez avoir du zigzag qui peut durer avant éventuellement de reprendre plus tard. Éventuellement. Ok. Ensuite, vous avez, alors ça c'est un graphique intéressant, c'est du Digital Turbine qu'on suit depuis un petit moment ensemble. Digital Turbine, APPS, là voilà. Voilà, c'est un graphique, vous voyez, en creux. Ce qui est très intéressant, le graphique mensuel, c'est qu'on retourne ici la moyenne mobile à 10 mois. Donc ça c'est très intéressant. Maintenant, il vaut mieux la mettre quand même généralement en hebdo, parce que en daily, voilà, on en avait parlé à la cassure à l'époque ici, souvenez-vous. Mais voilà, il y a énormément de volatilité sur ce titre-là. Voilà, on avait parlé de cette cassure-là, l'épaule tête à épaule. Tout ça, ça a été bien validé. Maintenant, il y a quand même encore, là, de nouveau, trop de volatilité. Donc là, il faut laisser la figure. Hop, je vais retracer. Ouais, ça peut être intéressant de la retracer. Tiens, allez, je la retrace. Parce qu'on peut avoir des points de repère pour plus tard. Voilà. Et voilà. Voilà. Ça peut être intéressant. Donc, à suivre de près. Si on fait appui MM200, là, qui vont monter. Tac. Et ensuite, si on a une petite congestion, on tente quelque chose pour revenir ici, congestionner, et on tente quelque chose pour casser. Voilà. Donc, titre à suivre également de près, à condition qu'il nous fasse un scénario qui soit intéressant et surtout exploitable. Novo, donc Novo, j'ai rien de plus à dire, hein, c'est toujours la même chose. Moi, je vous ai dit, les trois zones d'accumulation, elles sont là. Donc, la zone d'accumulation, elle est là, entre les 40, 45, ça c'est une première zone. Deuxième zone,
sous les 28. Après, il y a une troisième. Alors, si on va à la troisième, là, ça serait quand même catastrophique. Mais vraiment, cette zone-là, quand même, comme je vous le dis, c'est quand même une zone qui commence à être véritablement intéressante. Voilà, donc rien de plus à dire. Certains ont dit ça repart et tout. Bon, on fait un marteau. Hein. Donc c'est normal dans une tendance baissière qu'on ait aussi des rebonds techniques. Pour autant, ça ne veut pas dire encore qu'on a forcément retourné la tendance et qu'on est reparti vers les sommets historiques tout de suite. Hein. Le marché a besoin aussi, bien évidemment, de digérer. Vous avez de l'UP FinTech Technology Holding, très intéressante. On l'a suivi à l'époque, souvenez-vous, dans ce biseau là, un petit peu, ouais, ou ce fanion, on l'a cassé, on a fait incroyable. Hein, il n'y a qu'aux États-Unis qu'on voit ça, 170%. Et derrière, ben voilà, hein, on a fait la conso et on repart. Donc ça se surveille, mais là aussi, il faut bien comprendre que il y a eu beaucoup de volatilité et que ce graphique-là, c'est un graphique qui va continuer de construire tranquillement. Voilà, regardez ça, si c'est pas beau ça. Voilà. Tac. C'est beau quand même l'analyse technique parfois, pas tout le temps, faut être honnête, pas tout le temps. Mais parfois c'est beau, ben là c'est pas mal. Donc ceux qui sont intéressés, alors il y a deux possibilités. Soit vous êtes très agressif, et vous achetez la cassure ici, il y a un double top au-dessus des 10,91 $. Invalidation, ça dépend, mais grosso modo, voilà des niveaux d'invalidation. Soit vous attendez tout simplement la cassure ici, et la congestion là, pour pouvoir relancer. Vous pouvez faire aussi les deux, vous pouvez faire une première position que vous compléterez ensuite sur la cassure. Encore une fois, il y a autant d'investisseurs que de stratégies. Bon, Salesforce. J'ai toujours le même avis sur Salesforce, je ne suis pas si positif que ça sur Salesforce, je trouve que c'est... Voilà, ça sous-performe, c'est un graphique de long terme qui est haussier, mais moi je serais intéressé à long terme uniquement à proximité, du support oblique de long terme. Quand même, elle sous-performe. Voilà, elle sous-performe, moi c'est ce que je retiens. Ça reste un beau dossier, ça reste un niveau potentiellement d'entrée ok, mais je pense que vraiment le niveau qui serait une opportunité, c'est plus bas. Pour le moment, ça zigzague beaucoup. Voilà, depuis le début de l'année, hein, finalement. Depuis le début de l'année, c'est une action qui zigzague beaucoup. Oui, la semaine dernière, on a pété cette oblique-là. On est venu faire une construction. La construction n'est pas arrivée cassée par le bas. On a fait un gros pullback. On tente de sauver les meubles. Bon, éventuellement, si vous avez une construction plus longue, éventuellement qu'on la casse par le haut. Voilà, mais pas plus que ça. Ensuite, vous avez du StoneCo. Alors, StoneCo, elle était revenue sur la résistance. Elle a été encore vendue. Oh, j'écris mal. StoneCo, elle est là. La voici, la voilà. Donc, on attendait, souvenez-vous, le niveau de résistance. Et niveau de résistance, il y a eu. Est-ce que c'est mort? Pas forcément. Il faut patienter en unité de temps journalière. Vous avez vu. Donc, ça, c'est intéressant. Regardez StoneCo. Hop. Je nettoie tout ça. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, on est en train de fabriquer là aussi une figure. Donc il va falloir surveiller pour voir si on a la capacité là aussi de breaker cette résistance oblique et éventuellement congestionner et éventuellement de casser par le haut. Donc ça se surveille de près. Tout ceci est invalidé sous la M200 et sous les 15 $. Globalement, ensuite vous avez du Copart qu'on m'a proposé également. Donc, ah oui, intéressante, puisqu'on revient quand même sur un beau niveau. Regardez, beau niveau. Donc, c'est une tendance haussière. Vous avez deux niveaux d'investissement pour celles et ceux qui sont intéressés par le titre. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut acheter Copart. Je dis que si vous êtes intéressé par le titre et que vous cherchez un niveau technique, eh bien oui, effectivement, vous avez un premier niveau technique aux alentours des 39 $ et un second au niveau des 27 $. Nous avons ensuite donc Microsoft. Bon, Microsoft, moi j'ai toujours un peu le même avis hein, sur Microsoft. Voilà, on est en train de fabriquer une figure, mais pour moi, on est quand même un peu haut. Donc pour un investisseur long terme, voilà. Pour un investisseur long terme, c'est compliqué à mon sens. Maintenant, pour quelqu'un qui veut du momentum, pourquoi pas. Mais je pense plutôt qu'on est en train, dans mon scénario de moyen terme, je pense plutôt qu'on est en train de fabriquer une figure de congestion un peu à plat, que ça peut durer des mois sur Microsoft, comme beaucoup de grosses caps américaines, et probablement qu'on va casser à plat. Si, en revanche, Microsoft casse tout ça par le haut, scénario de bulle pour moi sur les marchés financiers. Donc c'est un bon thermomètre, hein, c'est un bon indicateur Microsoft pour comprendre un petit peu comment les marchés vont évoluer en 2026, clairement.
Et la dernière américaine avant de passer au titre à suivre, c'est Danaher. Danaher qui est un titre que suit mon ami Laurent, que je salue s'il regarde la vidéo. Donc Danaher, on est toujours dans le même scénario, je vous ai dit, voilà, ça fait des mois et des mois. Je vous ai dit là pour moi, pareil, scénario de grande figure de long terme. On achète à chaque nouveau plus bas et potentiellement on allège dans les zones de support oblique. Et la grosse opportunité, elle sera à proximité de l'oblique de long terme, c'est-à-dire globalement à proximité, on va dire, des 150 $. Et puis pour les 4 titres à suivre, je vous en propose donc donc 4. Alphen. Alphen, alors c'est un titre qui est en grande difficulté, hein, un titre qui a fait le succès des années 2019-2020 et puis qui a une chute aussi vertigineuse que son succès. Il est revenu sur les plus bas historiques. Et ce qui est très intéressant, regardez, c'est la mise en place de la congestion. Voilà, mise en place d'une congestion super intéressante, y compris en hebdomadaire. Donc ça se suit évidemment de près, c'est du trading à ce stade, mais pourquoi pas pour éventuellement un titre à suivre. Il va falloir faire le plus dur, c'est-à-dire casser la moyenne mobile, congestionner et relancer, mais ça peut se surveiller. Les plus agressifs d'entre vous, très agressifs même, tenteront une cassure des 10,76 €. Ensuite, en second titre à suivre, vous avez un titre aussi spéculatif, c'est du Selectis. Donc Selectis, éventuellement, voilà, c'est un titre qui, là aussi, est en train de tenter un retournement, mais là aussi, vous pouvez avoir un effet annonce qui peut être positif comme négatif, donc attention à votre money management. Donc voilà, on tente péniblement de casser cette résistance ici horizontale. Donc c'est-à-dire, bon, globalement, le niveau des 3,38, tout ceci, pour moi, il faudra faire gaffe si on repasse sous les 2,61 €, mais pour le moment, ça reste haussier tant qu'on tient la moyenne mobile à 200 jours qui est haussière. Troisième titre, je vous en avais parlé il y a quelques temps, qui m'intéresse toujours, c'est Fort Farmer. Ça cote aux Pays-Bas également, donc on est toujours pour moi sur une figure qui s'est retournée. C'était une tendance historique baissière, enfin, du moins depuis 2018, donc tendance très baissière. On est arrivé à retourner cette tendance-là, et là on est en train, pour moi, éventuellement, de construire une très grande figure de long terme. Donc il faut la suivre pour, pourquoi pas, la fin de l'année. Ça c'est une chose, mais même peut-être éventuellement pour 2026. Donc éventuellement, si on arrive à breaker les 4,66 €, retourner dans la zone des 4,90 € et éventuellement tenter un break plus tard. Donc à mettre dans vos watchlists. Pour le moment, hein, on voit les moyennes mobiles à 200 jours sont payées. Donc tant que c'est le cas, pour moi, il faut la garder en watchlist. Et puis la dernière à suivre avant de vous présenter le screener Trend Following, c'est CMB Tech, qui cote à Bruxelles, donc chez mes amis belges. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on est revenu donc sur un gros niveau de prix. Et ce qui est évidemment également très intéressant, vous le comprenez, vous le voyez, c'est la congestion. Plus, on est en train d'essayer de regagner la moyenne mobile à 200 jours. Donc voilà, il y a un gros niveau de résistance, il y a une grosse congestion, il faut casser par le haut. Pour les plus anciens d'entre vous, CMB Tech, c'est l'ancien Euronav. Voilà, Euronav, ça fait quelques années, je crois, maintenant qu'ils ont changé de nom. Mais voilà, en tout cas, on n'a pas retourné la tendance encore, mais c'est un titre voilà, que vous pouvez surveiller dans les semaines à venir. Et le screener Trend Following que je peux vous présenter ici. Je vous rappelle que, évidemment, le code est ouvert sur le site du podcast de la bourse.fr. Voilà les amis, merci beaucoup pour votre fidélité. J'aurai le plaisir d'en voir certains parmi vous sur Paris ce week-end. N'hésitez pas à venir faire un petit coucou et venir partager le café de l'amitié. Merci 1000 fois aux plus fidèles pour vos commentaires, pour vos likes, pour les partages sur les différents réseaux sociaux. Je vous embrasse bien fort et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine, semaine qui sera très chargée puisque la semaine prochaine, vous aurez 3 vidéos mercredi, vendredi et dimanche. À plus, ciao, bon week-end.